J'ai dû créer tout un algorithme pour soigner les sportifs pendant 15 ans. Je trouve un peu déplorable qu'il y ait cette espèce d'antagonisme entre médecine fonctionnelle, naturelle et médecine conventionnelle. Le résumé de tout ça, c'est quand l'intestin va, tout va. Il y a un peu du scoop, plus de finesse dans la personnalisation des diètes. 3 génotypes qui étaient très intéressants pour guider les gens vers une alimentation mieux personnalisée. Et ça, c'est une personnalisation indéniable. On a aujourd'hui des publications scientifiques très très haut niveau, pas de la petite science, je veux dire, c'est science, c'est nature, il n'y a pas plus haut. L'ADN évolue aussi, et il évolue quand même assez vite. La longévité, il faut encore voir la qualité de cette longévité. Bonjour Georges, bonjour Goliath. Bonjour César. Ravi de pouvoir échanger avec vous. On va avoir plein de choses à aborder. Les thématiques sont nombreuses, que ce soit de l'épigénétique, des génotypes, du microbiote, la santé intestinale, le gluten, les micronutriments, même l'accouchement. Vous en avez déjà parlé sur les types d'accouchement. Et évidemment, tout ce qui est autour de l'approche préventive. Donc, on va avoir pas mal de thématiques à traiter dans le temps imparti. Moi, j'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à la médecine fonctionnelle ? Mais en fait, je me suis pas intéressé à la médecine fonctionnelle. J'ai dû créer tout un algorithme qui me convenait parce que j'ai pas voulu suivre les principes de la médecine conventionnelle pour soigner les sportifs pendant 15 ans. En gros, les années 1985 à 2000, où j'ai fait quasiment exclusivement de la médecine du sport parce que voilà, ça s'est mis comme ça. Au début pas, j'ai fait un peu d'allopathie pendant 2-3 ans, puis je me suis rendu compte bon, ça avait des très bons côtés. J'ai eu de grosses satisfactions. Je dois dire, j'étais assez audacieux. J'ai pris en charge des choses que un jeune médecin peut-être n'aurait pas osé, mais j'ai osé et ça a bien fonctionné. Donc j'ai eu des satisfactions, mais j'ai vu les limites. Et donc j'ai commencé à me dire, il faut faire des prises de sang, voir pourquoi, et pas seulement soigner les symptômes et rendre des traitements quand même plein d'effets secondaires, les répéter parce que les choses rechutent, typiquement antibiotiques, etc. Et donc, sur ces entrefaites, et ça n'a rien à voir en réalité, j'ai aussi une demande qui est venue du milieu sportif, où j'ai commencé à appliquer justement ce principe des prises de sang, de faire des bilans, et qui ont beaucoup aidé les sportifs parce que j'ai tout de suite vu qu'il y avait pas mal de carences, variables d'un individu à l'autre, et que simplement corriger les carences que je dépistais par mes bilans, améliorait finalement leur récupération, leur immunité et in fine leur performance, parce que si on est moins souvent malade, si on tolère mieux sa préparation, ses entraînements, on progresse. Et donc ça c'est au fil des années, ça s'est marqué et ça m'a attiré de plus en plus une demande en milieu sportif. Alors, au début, c'était les sportifs et leurs familles, donc pas exclusivement sportifs. Mais à un moment donné, la demande a explosé et donc j'ai dû m'entourer de collaborateurs. J'ai plus ou moins toujours gardé des collaborateurs depuis lors, donc je vous parle depuis 30 ans, pour faire face à des demandes énormes me concernant, je suis incapable d'assurer. Et là, finalement, les familles ou les sportifs un peu plus du dimanche sont allés vers mes collègues et moi j'ai vraiment eu des sportifs vraiment sérieux, puis petit à petit de haut niveau, et puis vraiment la crème de la crème. Ok, donc je dis souvent, je dis toujours la même chose, mais je vois mal comment le dire mieux. Je suis un mécano qui a fait son apprentissage dans des écuries, vous voyez, progressives, pour finir par les voitures de course et puis passer de la Formule 3 à la Formule 2, si ça existe, je suis pas tout à fait sûr, je crois que oui, j'imagine, et puis finir non seulement en Formule 1, mais chez Ferrari. Et donc ça, le mécanicien s'est formé sur le tas, et en réalité, ce à quoi je suis arrivé comme stratégie, c'était de la médecine fonctionnelle qui ne s'appelait pas par son nom. Et puis j'ai commencé à voir au début des années 90 le terme utilisé par les Américains, avec évidemment le grand pionnier qui est Jeffrey Bland. J'ai l'occasion de lui rendre hommage, surtout que on a un peu coexisté sur des séminaires, etc. Il y a 25 ans.
Il est toujours, il écrit toujours des livres très importants, des sources d'inspiration très importantes. Donc c'est un peu un pionnier de la médecine fonctionnelle aux États-Unis. Donc j'ai repris pas mal de choses et puis j'ai mis ça à ma sauce parce que je sais jamais vraiment copier quelqu'un. Je m'inspire de choses, je me dis ça c'est intéressant, puis je creuse, puis je fais à ma façon. Et donc maintenant, je pense quand même avoir créé une médecine fonctionnelle qui m'est propre, que j'essaie de divulguer par ma chaîne YouTube et par des podcasts comme celui-ci, parmi d'autres, et des livres aussi. Bon, il y en a derrière moi. Notamment, évidemment, le gros truc, ça a été, il y a 25 ans, d'écrire ce pavé de 512 pages, écosystème intestinal et santé optimale. Je pense, César, que l'intestin vous intéresse, pas seulement pour les tripes à la mode de Caen, bien que, peut-être vous êtes un fan, moi pas. Vous aimez bien les tripes à la mode de Caen? Vous non plus. Pas trop. Mais on parle de l'intestin comme d'un deuxième cerveau, donc évidemment, ça fera partie des sujets qu'on va aborder. Oui, mais voilà, justement. Et surtout, à ce niveau-là, j'ai une correction à faire, mais je la ferai en temps voulu. Il y a eu une espèce de transition de l'un dans l'autre, et puis à la fin des années 90, il y a eu l'affaire Festina, c'est devenu impossible de s'occuper de sportifs de haut niveau sans... Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est de démontrer que mes stratégies étaient performantes pour les aider à performer. Mais dans un cadre de santé. D'ailleurs, ça a été perçu comme tel. J'ai jamais aucun sportif qui se soit plaint que j'ai fait du tort à sa santé. Donc ça, c'est quand même important. Mais enfin, à l'époque, c'était quand même un peu la dérive. Bref, donc je me suis recyclé un peu par la force des choses, dans des gens qui ont la même philosophie que les sportifs de haut niveau, mais qui appliquent cette exigence de performance dans leur vie personnelle, parce que c'est pas nécessairement réservé à la profession, ça peut être juste de se réaliser au maximum. Il y a Goliath qui est en grande forme, qui se lèche la patte. Doucement, hein. On est live là. Non, c'est pas une répétition ici, c'est le vrai truc. Du calme. Et donc, voilà, c'est une transition de nouveau très très logique. Et là, c'était effectivement sous le label médecine fonctionnelle. Mais c'est une médecine préventive, une médecine qui se veut le plus naturelle possible, sans rejeter les approches conventionnelles et les besoins de recourir à des spécialistes, à des imageries, à des molécules chimiques, mais à minima. Et quand c'est bien fait, on n'a pas besoin de tant d'aide que ça jusqu'au jour où on en a besoin. Voilà. Et ça me concerne aussi. Moi, j'ai très très peu recours. Je dois être le rêve absolu pour la Sécu parce que je dois dire mes dépenses Sécu zéro, c'est à peu près la même chose. Mais voilà, le jour où j'ai eu la chance de ne pas avoir d'accident, j'ai jamais eu de fracture. Bon, déjà pas mal. Évidemment, si je me casse la jambe, je serais bien content de recourir à toute la médecine conventionnelle. Je trouve un peu déplorable qu'il y ait cette espèce d'antagonisme entre médecine fonctionnelle naturelle et médecine conventionnelle. J'ai des collègues fonctionnels, entre guillemets, qui refusent de prescrire un médicament. Pour moi, ils ont tort. Est-ce que finalement, la médecine fonctionnelle, comme on l'appelle aujourd'hui, n'est pas une analogie pour parler de médecine préventive qui va parfaitement en lien avec une médecine un peu classique telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un peu ce substrat qu'on voit, j'allais dire même dans l'Asie ou dans l'Inde, qui est finalement d'aller voir son médecin pour rester en bonne santé, là où notre habitude en tant qu'occidentaux est plutôt d'aller voir le médecin quand on va pas bien. Et le sentiment que j'ai à vous écouter, c'est qu'en fait, au départ, vous avez été sollicité par des sportifs qui avaient des pépins de santé, et en fait, vous les avez aidés, et plutôt que de mettre un pansement sur une jambe de bois, vous vous êtes dit, je vais aller traiter, j'allais dire en profondeur, potentiellement les maux que ces athlètes peuvent avoir, jusqu'à aller un cran plus loin pour les aider à optimiser leur performance. Donc, je suis curieux de votre avis là-dessus, et potentiellement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, peut-être que vous avez une ou deux histoires à nous raconter de sportifs que vous avez accompagnés pour voir la différence par rapport au début de l'accompagnement jusqu'à la fin de l'accompagnement en termes de santé, de performance chez eux. Ouais, ce qui s'est dégagé de ces multiples expériences avec les sportifs, parce que c'était intense, hein, je peux vous dire que j'ai pas ménagé mes heures. Et
et c'est logique parce qu'évidemment, bon, à ces niveaux-là, voilà, les enjeux, eux, ils risquent leur boulot, leur salaire. Ils ont une famille, il faut, voilà, ils sont pas employés via un contrat CDI, hein, contrat de durée indéterminée. Voilà, s'ils sont plus en état, ben, ils ont plus de boulot, quoi. Donc tout ça est quand même assez donne assez bien de pression sur l'efficacité des programmes que je proposais, mais aussi sur la durée. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai suivi des sportifs de haut niveau qui ont fait des carrières très longues, jusqu'à 20 ans, et ça, j'avais une très grande fierté dans la durée de la carrière. Hein. Cette thématique me revient et je suis en train de tourner des vidéos, des webinaires, des podcasts où on recommence à s'interroger sur certaines dérives récentes de la nutrition sportive qui maximisent la performance, mais où je commence à me dire, où là, certes, hein, ça fait ses preuves, en tout cas pour certains, c'est indéniable, mais est-ce que ça va pas raccourcir leur carrière? Et ça, moi, ça ne me va pas. Okay. Donc, en fait, moi, je traitais avec des individus, toujours. Enfin, j'ai été médecin d'équipe au début, mais bon, c'était à des stades un peu balbutiants. J'ai appris beaucoup de choses, et puis j'allais sur le terrain, et tout ça, c'était fascinant. Mais après, bon, ben, finalement, je me suis retrouvé sur le Giro, donc le Tour d'Italie, le Tour de France, avec des grandes vedettes internationales, avec des souvenirs incroyables, des chairs de poule. Je veux dire, je ne dis pas que je déchirais ma chemise comme Hulk, mais des chairs de poule monstrueuses, des souvenirs, des moments dans ma vie qui sont inoubliables. Bon, allez, je vais en partager un parce que les gens aiment bien quand même un peu ces anecdotes-là. Et ça, j'ai pas souvent, je me souviens pas d'avoir dit ça. Mais juste pour vous dire que émotionnellement c'est très fort. Et d'ailleurs après, bon, quand on sort un peu de ce genre d'expérience, ça peut créer une dépendance. Hein. Il faut se réinventer. Moi, je me suis réinventé dans les chiens et les chats. Je crois que ça m'a aidé à passer le cap. Et donc j'étais sur le Giro en tant que médecin personnel d'un très grand champion dans une des meilleures équipes mondiales, ou quasiment la meilleure. Et j'avais été très très bien reçu là, parce que je me demandais un peu, bon, ces équipes avaient quand même leur médecin personnel, pas personnel justement. Moi, j'étais médecin personnel, ils avaient un médecin d'équipe. Bon, donc, je me sentais un peu peut-être comme un peu en trop, où je me demandais un peu comment ça allait être perçu. Pas du tout, j'étais super bien accueilli, c'était super sympa, j'étais très impressionné. Et donc, j'étais, moi, à la place de rêve, c'est-à-dire assis à côté du directeur sportif, du grand directeur sportif, parce qu'il peut y en avoir plusieurs sur ces tours. Il en faut plusieurs, mais la voiture, comment on appelle ça, la voiture, enfin la première voiture, hein, il y a un meilleur terme que ça, assis à côté du directeur sportif qui aimait bien piloter lui-même. Il y en a certains qui préfèrent avoir un chauffeur, mais bon, il y en a beaucoup qui aiment bien conduire eux-mêmes parce que finalement, parfois ils prennent des décisions très instantanées et donc ils sont à la manœuvre. Et alors on remontait de la plaine au nord de l'Italie vers les Dolomites et on voyait approcher la barre des Dolomites. Hein, il faisait une chaleur de bête alors qu'on était évidemment qu'au mois de mai. Et on s'approche, puis bon, arrivent les premiers contreforts, et puis les choses, la tension monte, parce que le premier col était un col extrêmement prestigieux, un col mythique qui s'appelle le Mortirolo, un col légendaire que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais exploré moi-même, pas plus comme touriste qu'autre chose. Et puis je vois venir le truc, je dis oula, ça s'approche. Et alors à un moment donné, mais vraiment surpris, le directeur, on était dans la file des voitures. Bon, la course était calme parce que tout allait commencer, mais là, il s'était rien passé, donc on était relax mais vigilant. Se freine, se met sur le côté. Il dit peut-être besoin de pisser, hein. Bon, parce que forcément, sur une course, sur une étape de 5 heures, à un moment, c'est logique. Pas du tout. Il me dit Georges, abaisse ta fenêtre.
Donc moi j'étais passager, donc à droite. Il me dit abaisse ta fenêtre et regarde. J'abaisse ma fenêtre, je regarde, je dis qu'est-ce que j'ai à voir? Oui, je voyais la montagne qu'on allait gravir. Je dis ah oui, et c'est quoi, c'est là? Je dis c'est là, c'est ça le. Mais il dit oui, mais il dit regarde mieux. Je regarde mieux, je vois un serpentin coloré qui parcourt la montagne comme ça, de lacet en lacet, un truc un peu comme l'Alpe d'Huez que beaucoup de gens connaissent avec les lacets. Mais je ne crois pas qu'au pied de l'Alpe d'Huez on voit tous ces lacets-là. Là-bas, on voyait tous les lacets. Et alors, ce serpentin coloré, c'était des gens. Et je dis mais c'est pas possible, c'est vraiment ça que je vois. Ben, il me dit oui, il y a 100 000 personnes. Ouf. Bon, alors je m'arrête là parce que en plus ce qui s'est passé dans ce col, je vais vous dire que je suis près d'oublier. Mais enfin, déjà ça, vous voyez, alors là, ça c'est il vous dit ça, vous comprenez ça, vous regardez ça, c'est la chair de poule. Enfin, je ne sais pas comment j'en suis venu à parler du Mortirolo, mais je trouvais que c'était une belle anecdote et qui montre que, bon, voilà, le sport, c'est quand même beaucoup d'enthousiasme. Et forcément, les 100 000 personnes qui étaient là, ils n'ont pas été parachutés là. Hein. Et si ça se trouve, ils ont préparé leur affaire depuis 2 jours, des camping-cars, etc. Toute la région est prise d'assaut. Enfin, c'est assez fascinant. Et donc, j'ai fait le Giro, j'ai fait le Tour de France, pas énormément, parce que je venais là comme ça ponctuellement, mais c'est des expériences assez extraordinaires qui font que on acquiert une certaine humilité face aux événements, parce que voilà, on va faire tout son possible, le sportif, le médecin, les masseurs, les kinés, tout le staff professionnel, etc. Et puis voilà, il y a une bête chute de rien du tout, tout est perdu. Vous voyez, c'est des leçons de vie, et je trouve que quand on gère ça d'une manière équilibrée, sans tomber dans des dérives, que c'est très très formateur, et que en réalité c'est un microcosme de difficultés de la vie en général. Et quand souvent ces sportifs sont jeunes, mais après quand ils ont réussi à surmonter tout ça, ils sont quand même équipés pour bien réussir. Après, même pour des plus jeunes à un niveau plus modeste, hein, parce que bon, ici c'est le sommet du sommet, mais c'est valable aussi pour des courses plus régionales, etc. C'est quand même, je trouve, ça reste un bel exemple, mais sur lequel, bien entendu, il y a eu des dérives, il y aura des dérives. Je pense que c'est inévitable, mais ça m'a appris, j'ai tout appris là-dedans. Enfin, je sais plus si j'ai répondu à la question, à vrai dire. Je sais plus quelle était la question. Non, mais en fait, peut-être pour aller maintenant un peu plus au fond des choses, justement, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu l'impact de votre accompagnement? Alors, on parlait au tout début d'introduction sur l'épigénétique. Oui, désolé, j'ai pas fini. Alors, sur ces grandes épreuves-là de 3 semaines, j'avais commencé Giro, Tour de France. Sur ces grandes, puis à la Vuelta aussi. Donc, quel Tour d'Espagne pour ceux qui nous écoutent, pour les coureurs cyclistes? Ces 3 grands tours de 3 semaines. Eh bien, ça m'a tout à fait fasciné. Sur ces tours-là, ceux dont les intestins ne tiennent pas la 3e semaine sont condamnés à jouer les sous-fifres. Ils peuvent pas viser un grand résultat, y compris ça c'est quelqu'un qui vient apporter un colis, y compris le top 10. Hein. Bien sûr. Dans les 10 meilleurs sur les grandes épreuves qui réunissent évidemment tous les meilleurs mondiaux, il faut que les intestins tiennent la 3e semaine. Et ça se marque plus sur des tours de 3 semaines que sur des tours d'1 semaine, comme il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus d'1 semaine. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, au fil de ces expériences-là, je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence, c'était d'assurer un bon écosystème intestinal. Ce qui fait que quand toute cette grande aventure s'est terminée, on va dire avec l'avènement de ce siècle, je me suis mis à écrire entre 2000 et 2002. Il a fallu 2 ans, puis le temps, de tout corriger, publier, etc. Finalement, ça a été publié début 2004. Ce bouquin-là, qui fait 512 pages,
qui a près de 1400 références scientifiques de l'époque, donc tout à fait rigoureuse, PubMed, et qui a eu beaucoup de succès et qui a façonné ma carrière. Donc pour moi, le résumé de tout ça, c'est quand l'intestin va, tout va. Et ça reste vrai au jour d'aujourd'hui, même avec les génotypes, parce que les génotypes, moi ce qui m'intéresse dans les génotypes, ben c'est la bouffe, parce que la diète conditionne la santé intestinale. Oui. Donc toujours sur oui, vous avez tout relié au travers de vos différentes recherches là-dessus. Oui, et on revient toujours à ça comme fondamentaux au pluriel. Et je pense que c'est un thème qui vous est cher, ça. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai accepté le podcast. Je me dis non, mais docteur Mouton, moi l'intestin, vous savez, moi j'aime pas les tripes, même à la mode de Caen. Alors je vous ai répondu, mais la mode d'où? Vous m'avez dit de Caen. Enfin bref. Et donc, dites-moi comment est-ce que vous, parce que on va un peu inverser les rôles. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à l'intestin, vous? Alors, il y a pas mal de choses, mais ce qui m'intéresse dans cette sorte de médecine préventive, c'est finalement de se poser les bonnes questions pour essayer d'avoir une forme de santé homogène ou une forme d'homéostasie. Et donc forcément, d'après ce que vous avez pu écrire et vos expérimentations, l'intestin est un élément qui va venir conditionner le reste. Alors après, il y a plein d'input et d'output pour rester en bonne santé. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut mesurer, on va dire, l'état de santé ou l'état de forme de son intestin. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à son génotype ou autre pour avoir un intestin, on va dire, qui permet d'être très très résilient. Et peut-être pour faire le lien avec les coureurs cyclistes que vous avez pu aider, pour peut-être revenir un instant sur l'épigénétique, toute la notion de test que vous avez pu prodiguer, que ce soit des tests génétiques, tests sanguins, tests urinaires, qui vont peut-être vous donner des informations, ou alors sur la santé intestinale, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'était plutôt des tests autour du microbiote ou d'autres types de tests, mais curieux de voir un peu quels sont les points et les détails d'analyse que vous avez pu finalement retirer pour ensuite poser des diagnostics. Ok, alors ce qui va être intéressant ici de déballer, ce que je pense pas avoir fait souvent, donc c'est bien, c'est un peu du scoop, c'est de souligner l'évolution que je constate maintenant sur 25 ans, puisque voilà, on est parti de l'an 2000, on est en 2025, on fait un quart de siècle. Si vous voulez, en 2000, et ça se manifeste très fort dans le bouquin en question, mon obsession, c'était de débusquer, d'identifier, de comprendre tous les pathogènes, et Dieu sait s'il y en a, ça part dans tous les sens, il n'y a pas que des proliférations bactériennes ou fongiques. De définir des traitements adéquats, efficaces, plus ou moins chimiques, les deux, parce que sans chimique, on est limité, mais il y a évidemment tous les traitements naturels, et puis des traitements d'entretien, puis des cures semi-préventives qui maintiennent un peu l'homéostasie, justement, du microbiote, etc. Plus alors les aides accessoires, des enzymes digestifs, de la bile de bœuf pour améliorer l'émulsification des graisses quand on est un peu insuffisant, de la une aide à l'acide chlorhydrique, truc machin, bon. Donc soutenir le système digestif de toutes parts. Et donc le bouquin est très exhaustif là-dessus. Et ça, c'est des bases qui n'ont guère changé. D'ailleurs, le bouquin se vend toujours, mais c'est incroyable. Ce bouquin se vend. C'est un succès. On parle de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers d'exemplaires pour un bouquin en français. Dire que j'ai failli en faire une version en anglaise, là, il faut ajouter un 0. Mais bon, c'était trop de travail. De toute façon, je suis sorti de là avec un dégoût de l'écriture. Et les bouquins suivants, je me suis trompé moi-même en faisant des trucs de 52 chapitres, un par semaine, et en un an, j'écrivais mon bouquin. Parce que m'asseoir devant une page blanche et me dire, bon, il reste 511 pages à écrire, une fois, mais pas deux. Quelle horreur. Ça a vraiment été un supplice. Mais enfin, bon, le résultat valait la peine. Donc, c'était la position à l'époque. Et au fil des années, au fil des quinquennats, aucun rapport avec la France, je parle en général,
Mais c'est vrai que c'est pas des changements rapides. Mais c'est pour ça que je dis, bon, en regardant après 5 ans, je dis tiens, quelle est mon évolution? Parce que moi, mes évolutions sont pas vraiment réfléchies et organisées en avance. Elles sont spontanées. C'est des petites adaptations. Je dis non, ça c'est pas terrible. Je change un petit truc ici, un petit truc là. Et donc il faut un certain temps pour se rendre compte de l'ampleur des changements. Et puis je m'arrête, je réfléchis, je dis bon, qu'est-ce qui a changé en 5 ans? Ben de 5 ans en 5 ans, c'est absolument flagrant. Chaque quinquennat supplémentaire, moins d'interventionnisme autour du soutien de la santé intestinale, comme je viens de le décrire, et plus de finesse dans la personnalisation des diètes. Alors, quand on cumule 4 ou 5 quinquennats, puisque 25 ans a priori, ça en fait 5, ben, maintenant, c'est caricatural. Je me demande si ça ne devient pas trop caricatural. Donc, si je fais une erreur maintenant, c'est peut-être d'être uniquement dans l'obsession de trouver la bonne diète et de ne plus trop me préoccuper du soutien de la santé intestinale. Parce qu'on finit toujours par dériver un peu trop. Vous voyez, c'est connu, ça. Hein. Donc, ça doit être au service, c'est ça ce que vous voulez dire. C'est vraiment une personnalisation au service du soutien de la santé intestinale. Oui, mais la personnalisation de la diète, idéalement, bon là c'est peut-être un peu dans un monde imaginaire que je me positionne moi-même, mais je vois que ça fonctionne quand même bien, si pas très bien. Quand la diète est optimale, ben l'intestin, voilà, ça va tout seul. Et alors ça, comment on fait pour le mesurer? C'était à travers ce dont vous décrivez, donc test génétique, test sanguin, test urinaire, toute cette batterie de tests-là? Justement, ce que j'avais à disposition, on va dire il y a 15 ans, quand je commençais déjà à aller vers ça, c'était les marqueurs métaboliques classiques, qui en disent déjà long, hein, où il y a des marqueurs glucidiques. On peut les citer hein, rapidement, on a le temps, hein, enfin j'espère. Donc glycémie à jeun, insuline à jeun, hémoglobine glycosylée, c'est-à-dire HbA1c, les triglycérides qui viennent dans le bilan lipidique, mais qui est en fait, ils sont d'origine glucidique, donc en fait ils appartiennent au métabolisme glucidique plutôt que lipidique. On peut même aller sur le profil d'acide gras ou quelque chose comme l'acide myristique pourrait être d'origine glucidique aussi. C'est un acide gras saturé à 14 carbone. Et puis alors, il y a les marqueurs lipidiques classiques, cholestérol total, HDL, non HDL, en faisant attention évidemment à l'oxydation du LDL qui est importante pour les risques cardiovasculaires. Donc ça c'est pour le lipidique, pour les protéines, mais voilà, on a l'urée, la créatinine, la clairance de la créatinine, mais qui est plus un marqueur de la fonction rénale, la créatinine urinaire. Donc, puis on peut faire aussi l'électrophorèse des protéines sériques pour avoir un peu des données sur l'état des protéines. Donc ça, les 3 grands blocs de macronutriments. Puis alors, qui chapeautent tout ça, parce que ça part dans toutes les directions, des profils d'acides gras, des profils très complets d'acides gras, où on a les acides gras saturés, monoinsaturés, oméga 7, oméga 9, polyinsaturés, oméga 6, oméga 3, les acides gras trans, qui sont parfois bénéfiques, parfois toxiques, ça dépend lesquels. Donc là, on a plein d'informations qui recoupent tout un tas de pistes au niveau de l'alimentation qui vont sur les différents types de macronutriments et au-delà.